Vous interrompre, priorité au direct, le chef de l'État Emmanuel Macron et Angela Merkel, la chancelière allemande, vont prendre la parole. On les écoute. Venir dans cette salle, c'est simplement parce qu'elle est la plus grande, pour avoir en commun cette conférence de presse, ce qui nous semblait à l'un et à l'autre important, pour rendre compte en effet des avancées de ce Conseil européen. Je suis très heureux pour ma part d'avoir pris part pour la première fois à ces discussions très riches qui ont marqué ce premier Conseil. Et je veux dire ici combien à la fois le fait que nous ayons très étroitement préparé ensemble nos remarques à ce Conseil, que nos interventions aient été constamment en ligne et que nous puissions en rendre compte en commun est à mes yeux important. C'est en tout cas ce que je m'attacherai dans les années à venir à faire, parce que je pense que quand l'Allemagne et la France parlent de la même voix, l'Europe peut avancer et ce n'est parfois pas la condition suffisante, mais c'est en tout cas la condition nécessaire. C'est donc plus qu'un symbole, c'est une véritable éthique de travail et une volonté de travail commun, en tout cas, que je souhaite ensemble nous puissions conduire. Et elle renvoie là d'ailleurs à un héritage en commun que nous avons, puisque dans quelques jours, nous rendrons aux obsèques officielles d'Helmut Kohl. Et je crois que le couple que la France et l'Allemagne ont alors représenté, la méthode de travail qui unissait Helmut Kohl et François Mitterrand, le rôle aussi que Jacques Delors a joué à un certain moment, ont pleinement illustré la force de la collaboration, de cette alliance entre nos deux pays. Cette conférence conjointe est d'autant plus importante que le Conseil européen a traité de nombreux sujets de fond, les migrations, la défense, la lutte contre le terrorisme, le commerce, le climat, avec à chaque fois une même conviction que nous avons portée: l'Europe est notre meilleure protection face à ces défis mondiaux. Qu'il s'agisse de grands dérèglements ou de risques ou de menaces. Et sur chacun de ces sujets, l'Allemagne et la France ont travaillé ensemble au service de l'ambition européenne, parce que c'est bien cette coopération qui est aujourd'hui notre bien commun. Nous avons ainsi rappelé notre engagement européen sans faille sur le climat, l'accord de Paris étant la pierre angulaire de ce combat et l'Union européenne son premier défenseur. Nous avons réalisé des avancées notables en matière de lutte contre le terrorisme, en particulier dans la lutte qui doit encore s'accentuer au niveau européen contre la propagande terroriste sur Internet et sur tous les supports en ligne. Et nous avons réalisé une véritable avancée en matière de défense. Et je salue une fois encore à cet égard l'initiative prise par le président de la Commission que nous avons pleinement soutenue, qui nous a permis d'obtenir la création d'un fonds européen de défense. Sa mise en place sera un progrès concret et significatif pour l'Europe de la défense, en mettant en commun nos ressources. Nous avons également évoqué un nouveau cadre institutionnel, la coopération structurée permanente, qui permettra à tous les États qui sont prêts à prendre des engagements robustes en matière de défense d'avancer ensemble. Nous avons aussi évoqué la crise migratoire. Ce n'est pas l'affaire de quelques pays européens seulement, c'est notre défi commun. Et je veux ici redire ce que j'avais eu l'occasion de dire il y a plusieurs mois, et en particulier dans la campagne présidentielle française, le fait qu'à ce titre, les positions prises par la chancelière Angela Merkel ont été des positions courageuses, et j'espère que nous n'aurons pas à réitérer cela. En tout cas, je ferai à vos côtés tout pour, parce que ce défi commun implique des réponses communes. Et c'est celle-ci que nous avons aujourd'hui continué à mettre en œuvre. La crise que nous vivons aujourd'hui sur le plan migratoire n'est pas une crise passagère. C'est un défi de long terme qui ne trouvera sa réponse que dans les stabilisations à long terme en Afrique, au Proche et Moyen-Orient et dans une politique de développement européenne ambitieuse, dans lesquelles d'ailleurs nos deux pays prendront un rôle croissant et encore plus coordonné dans les mois à venir. Mais nous devons accueillir des réfugiés car c'est notre tradition et notre honneur. Et je le redis ici, les réfugiés ne sont pas n'importe quels migrants, ce ne sont pas les migrants économiques, ce sont des femmes et des hommes qui fuient leur pays pour leur liberté, ou parce qu'ils sont en guerre, ou pour leur choix politique. Nous devons ainsi faire preuve de solidarité quand un de nos voisins fait face à des arrivées massives de réfugiés ou de migrants.
ce qui a été acté aujourd'hui, c'est bien l'accélération de notre procédure de traitement des demandeurs d'asile, le renforcement des moyens pour gérer les frontières extérieures de l'Union européenne, ce qui est une avancée importante, et notre volonté également commune d'œuvrer sur les théâtres d'opération où nos intérêts se jouent, en particulier en stabilisant la frontière libyenne, en soutenant les efforts du G5 Sahel, en développant les accords globaux avec les pays d'origine et de transit, pour assurer ensemble une meilleure gestion des frontières, une lutte résolue contre les réseaux de trafiquants et de passeurs, et un développement durable de nos relations à long terme. Sur tous ces sujets, c'est l'Europe, le bon niveau d'action et de protection. Il y a parfois des divergences de vues, elles se sont exprimées, mais nous avons su construire, par une voie commune, entre autres, des vrais consensus qui ont permis les avancées que je viens d'évoquer. C'est aussi dans cet esprit que nous avons débattu de la protection dans le domaine économique et social. Alors, vous le savez, en la matière, les esprits ont évolué. Nous sommes pleinement, et nous l'avons réaffirmé, favorables à une économie de marché ouverte, aux relations commerciales et à un libre commerce qui respecte les règles multilatérales. Et alors que nous traversons une période où plusieurs grandes puissances peuvent donner le sentiment de remettre en cause ces équilibres, nous avons tenu à réaffirmer cet attachement. Mais l'attachement au libre commerce et au multilatéralisme en la matière ne signifie pas une naïveté qui serait le propre de l'Europe. C'est pourquoi nous avons aussi tenu à dire que nous voulions défendre dans un monde ouvert et régulé. Défendre les règles et les faire respecter. Considérer que la juste concurrence est préférable à la loi de la jungle. C'est pour cela, entre autres, que nous avons acté le renforcement des outils anti-dumping, une réelle réciprocité dans l'ouverture des marchés et un meilleur encadrement des investissements stratégiques. Je vais ici dire un dernier mot sur la Grèce. Nous n'en avons pas discuté aujourd'hui au Conseil européen et je dirais presque que c'est une bonne nouvelle. Et nous avons tout fait ces dernières semaines avec la chancelière pour que nous n'ayons pas à discuter de ce sujet aujourd'hui parce qu'il est préférable que ce soit réglé au niveau des ministres de l'économie et des finances. Et nos ministres ont d'ailleurs travaillé de concert pour, je crois, construire un consensus fort qui a permis de trouver un accord dont je souhaite pour ma part me féliciter parce qu'il vient accompagner la reprise grecque et les réformes qui ont été portées par Alexis Tsipras. Et la France et l'Allemagne sont donc pleinement engagées ensemble sur ce sujet et nous nous sommes beaucoup parlé aussi avec Angela Merkel de ce sujet. Un tout dernier mot pour remercier Donald Tusk et Jean-Claude Juncker pour la préparation de ce Conseil et saluer la présidence maltaise et son Premier ministre Joseph Muscat. J'ai grande confiance dans la présidence estonienne. Nous avons l'un et l'autre la semaine dernière rencontré le Premier ministre pour préparer l'après 1er juillet. Et nous aurons l'occasion, au-delà évidemment du temps que nous passerons ensemble le 1er juillet prochain, de nous revoir rapidement à Hambourg, puisque Gala aura à présider le G20. Ja, meine Damen und Herren, wir haben hier einen Rat gehabt. Le Conseil européen qui vient de se conclure a traduit un nouvel espoir et sans doute les préparatifs franco-allemands communs y ont concouru, tout comme beaucoup d'autres y ont concouru. Après l'agenda de Rome, chacun d'entre nous a bien conscience que l'organisation du travail futur des 27 États membres doit l'emporter et être prioritaire sur les négociations de la sortie du Royaume-Uni. Alors ça ne veut pas dire que les négociations avec la Grande-Bretagne ne doivent pas être conduites intensivement, mais nous devons absolument nous occuper de notre avenir commun et par conséquent, le Conseil d'aujourd'hui joue un rôle important. Ces préparations franco-allemandes ont été conduites de façon très intense avec nos équipes et c'est une coopération qui absolument fait ses preuves avec de bons résultats, même si, a priori, dans tous les domaines, nous ne sommes pas automatiquement du même avis, mais nous avons pu formuler des propositions communes. Nous avons eu des échanges approfondis sur pléthore de sujets. Nous
Nous avons tous pris position très clairement en faveur de l'accord de Paris et avons déclaré que l'accord sur le climat, d'une part, est un accord global qui revêt une importance capitale à l'ère de la mondialisation. Et nous avons également montré que par cet accord climat, nous sommes obligés de faire de l'innovation technologique, ce qui est très important et utile pour l'avenir de l'Union européenne. Hier, nous avons parlé de la politique de sécurité et de défense. Emmanuel Macron vient de l'évoquer. Il y a vraiment des avancées qualitatives. Et à mon sens, la coopération structurée future va jouer un rôle très important, et notamment la mise en place d'un fonds de défense européen. Et là, je voudrais remercier vivement la Commission de son initiative. Alors aujourd'hui, au début de la journée, Mario Draghi nous a fait un tour d'horizon de la situation économique dans l'Union européenne, et ce rapport était également assorti d'espoir. Mario Draghi nous a montré que le taux de chômage est le plus bas depuis longtemps dans l'Union européenne, et Jean-Claude Juncker a complété en disant qu'il y avait 10 millions d'emplois nouveaux, donc l'emploi progresse de façon substantielle. Il n'y a plus qu'un petit nombre de pays qui sont dans une procédure de déficit excessif, et le fait que nous n'ayons pas parlé de la Grèce est une bonne nouvelle en effet, parce que cela montre que des solutions ont été trouvées. Et pour ce qui est de la question des investissements, le fonds Juncker nous permet de nous orienter vers une évolution positive. Et chaque fois que cela est possible, nous devons poursuivre ces investissements. Dans ce contexte, la présidence estonienne, après la présidence tout à fait réussie de Malte, aura un rôle très important à jouer, parce que l'Estonie est vraiment un exemple de la digitalisation, de la transition numérique réellement vécue, et la priorité accordée au numérique. Qu'est-ce que cela signifie pour le monde du travail, pour la création du marché unique numérique? Cela revêt une priorité très très grande, et l'Allemagne et la France vont appuyer sur l'accélérateur. Le monde tourne de plus en plus vite, alors que nous avons tendance parfois à décider pas très vite. Donc je crois que le Conseil européen peut fixer des orientations et permettre aux différents ministres spécialisés de prendre des décisions très opérationnelles. Nous avons beaucoup parlé du commerce, des échanges, et je crois qu'à une époque où le protectionnisme est très présent dans les débats, je crois que la position claire et nette du Conseil européen pour un commerce libre mais encadré est très important. Nous avons des accords importants à conclure. J'espère que l'Union européenne va conclure très prochainement un accord commercial avec le Japon, mais également la conclusion des nouvelles négociations avec le Mexique et le Mercosur. C'est tout à fait essentiel, car cela peut nous être utile si nous faisons cela dans un cadre régulé et fondé sur la réciprocité. Nous avons eu un long débat aujourd'hui sur la question des migrations. Il y a un très large accord entre l'Allemagne et la France. Il s'agit bien sûr de protéger les frontières, mais il faut également de prendre en compte les causes des migrations. Nos deux pays sont présents dans la région sahélienne, et je soutiens et je salue l'initiative française d'avoir un mandat pour des troupes communes dans le Sahel afin de lutter contre le terrorisme. L'Allemagne est engagée au Mali, et c'est ainsi que la problématique de cette région, qui est une région centrale pour la lutte contre l'immigration illégale, cette région figure en bonne place sur notre agenda commun. Il y a beaucoup à faire pour ce qui est de la lutte contre les causes des migrations, des déplacements. Ce sera également l'un des grands thèmes de la présidence allemande du G20. Et là, je me réjouis de cette très bonne coopération avec la France sur ce dossier. Globalement, le Conseil européen a consolidé les fondations et l'avenir de l'Union européenne. Au début de ce Conseil, nous nous sommes souvenus de Helmut Kohl. Il y aura les célébrations samedi à Strasbourg en l'hommage d'Helmut Kohl, ce grand citoyen européen. Cela nous montre que Schengen, l'Union européenne, la monnaie commune ont besoin de protection face à la mondialisation, dans la libre circulation, avec un régime de frontières beaucoup mieux structuré, et avec le projet de registre d'entrée et de sortie. Nous avons mis en route les projets nécessaires, et en renforçant notre monnaie commune, nous avons pu avancer, mais il faudra continuer d'en parler et discuter de l'avenir dans ce domaine. Je me réjouis de nous revoir, que nous nous reverrons au G20,
Et nous aurons très prochainement le Conseil des ministres franco-allemands où nos deux pays vont faire avancer un certain nombre de projets communs. Mais en tout cas, ce Conseil de hier et d'aujourd'hui, c'est un Conseil de la confiance, de l'espoir, de l'action. Et nous ferons en sorte que, étape après étape, nous enregistrons des résultats. Il ne s'agit pas de publier des communiqués, mais de faire des résultats pour les hommes et les femmes. Alors. Monsieur le Président, Frau Bundeskanzlerin Markus Preis. Monsieur le Président, Madame la Chancelière, j'en avais deux sur ma liste. Je vous en prie, Monsieur Brosler. Monsieur Brosler vous pardonnera. Je ne savais pas si ce n'était pas d'abord un journaliste français. Monsieur, donc vous avez l'un et l'autre dit qu'il fallait que l'Europe change. Monsieur le Président, vous avez dit que l'Europe devait être refondée à côté du travail sur tous les projets concrets, suivis intensivement depuis Bratislava. Est-ce que vous pensez à une refondation plus profonde de l'Union européenne, éventuellement avec un changement des traités? Et si oui, à quel horizon? À mon sens, une révision du traité, ce n'est pas une fin en soi. Ce que nous voulons, c'est transformer l'Union européenne pour qu'elle réponde aux exigences de la mondialisation, c'est-à-dire qu'elle promette la prospérité aux citoyens européens, des emplois, protection contre des menaces intérieures et extérieures. Et c'est sur cette base qu'il faut trouver les bonnes voies, les bons instruments. Et comme dans la procédure législative nationale, si l'on peut le faire avec des textes simples, on le fait avec des textes simples. Si les projets sont de plus grande ampleur, peut-être faut-il modifier les traités. Mais une entité qui, comme l'Union européenne, qui dit avec le traité de Lisbonne, le monde entier peut se transformer comme il veut, mais nous ne changeons pas notre traité, ce n'est pas réaliste. Donc, en tant que de besoin, nous le ferons. Si ce n'est pas nécessaire, on ne va pas l'imposer. Ce n'est en tout cas pas une fin en soi. La finalité qui est la nôtre, je dirais, est double. C'est celle de davantage encore unir les hommes, parce que c'est ça le projet européen. C'est un projet de paix, de liberté, de prospérité, dans un continent qui avait été parcouru par les guerres dans les millénaires précédents. La période que nous venons de vivre est inédite à ce titre. Et donc, unir les hommes doit être notre perspective, et donc faire que les uns et les autres vivent mieux. Et donc, on ne peut pas se satisfaire des déséquilibres ou des dysfonctionnements actuels de l'Union européenne ou de la zone euro qui fait que certains vivent dans la difficulté, qu'on a des crises ou des montées de populisme. Donc, nous devons apporter une réponse concrète à cela, comme le dit Angela, en traitant la crise migratoire, en s'assurant par des réformes nationales et des réformes européennes que nous avons la bonne politique économique qui permet de créer le maximum d'emplois, en ayant les politiques éducatives et culturelles adaptées, etc., etc. Et le deuxième objectif, c'est en effet de protéger face à ces transformations, à ces changements du monde et aux risques qui adviennent. C'est le pacte initial. Et donc, nous avons aujourd'hui, dans le cadre des traités, des discussions actuelles, je crois, posé plusieurs jalons importants que nous venons d'évoquer, qui vont dans ce sens. Nous allons ensemble continuer à travailler pour, en effet, aller plus loin. Et si nous voulons aller plus loin dans ces deux directions que nous partageons, nous aurons besoin de construire ensemble une feuille de route qui nous permettra de dessiner les évolutions nécessaires que nous partagerons et que nous essaierons ensuite de partager avec le maximum de nos partenaires pour convaincre. Et je partage totalement ce que vient de dire Angela. Si à un moment donné, il faut faire un changement de traité, il adviendra dans cette logique. Ça n'est ni une fin en soi, ni un tabou. Bonjour. Bonjour Monsieur le Président, Madame la Chancelière, Jean-Baptiste V de l'agence Reuters. Une question s'il vous plaît sur l'approfondissement du travail franco-allemand. Dans quel secteur annoncerez-vous des initiatives communes à l'occasion du G20 et du Conseil du 13 juillet? Et deuxième question, quand la feuille de route franco-allemande sur l'UE et la zone euro sera-t-elle présentée, avant ou après les élections en Allemagne? Merci. Sur ce sujet, d'abord, nous travaillons ensemble, nous l'avons montré et nous le montrons aujourd'hui. Moi, je pense que c'est toujours mieux de faire et de pouvoir présenter ce qu'on obtient en concret que d'envoyer des grandes annonces qui ensuite mettent toute de la pression qu'on ne sait pas tenir. Donc, mon souhait, c'est qu'on puisse avancer au maximum. Sur les discussions que nous aurons au G20, je laisserai les chancelières y revenir en fonction de ce que
souhaite qu'on ait en discussion parallèle, mais il y a beaucoup de sujets d'importance qui sont mis à l'ordre du jour du G20 qui touchent nos deux pays, sur lesquels nous avons d'ailleurs une vision commune très forte. Nous aurons un conseil des ministres franco-allemands le 13 juillet. Je tiens d'ailleurs à remercier la chancelière qui a accepté, compte tenu de la date, que ça se passe à Paris, alors que ça aurait dû se passer en Allemagne. C'est une preuve de grande élégance. Et nous aurons là, en tout cas c'est mon souhait, nous pourrons aller encore plus loin sur les sujets de défense, de sécurité, sans doute sur aussi les sujets éducatifs. Ensuite, nous travaillons, et quand nous aurons quelque chose de robuste, nous le rendrons public. Je pense que c'est plus important d'avoir l'intimité de cette relation, la force de ce que nous pouvons faire ensemble, et de décider, quand les choses sont prêtes, de les rendre publiques, plutôt que de se fixer des objectifs qui seront des comptes à rebours, qui feront que vous allez en quelque sorte guetter si on est au rendez-vous ou pas. On parle d'une feuille de route pour les 10 prochaines années. Et moi, je vois simplement que ça fait tant et tant d'années qu'on n'arrive pas à en créer des feuilles de route. Donc on va se donner le temps de bien faire. Mais à court terme, je sais que sur la sécurité, la défense, la migration, les sujets commerciaux, la lutte contre le terrorisme et les sujets de coopération en matière éducative et culturelle, nous aurons des avancées très concrètes. Pour ce qui est de la méthodologie, je suis tout à fait sur la même ligne. Il ne faut pas promettre quelque chose que nous ne tiendrions pas. Nous préparons d'arrache-pied le Conseil des ministres du 13 juillet, ce qui concerne nos deux pays, pour ajouter à ces domaines qui ont été cités. Ce qui est très important, c'est de pérenniser les emplois, de préserver les emplois pour l'avenir et également créer les conditions permettant la création de nouveaux emplois. Et là, tout le thème de la transition numérique joue un rôle très important pour l'Allemagne et la France. Auparavant, lorsqu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie, il a énormément œuvré pour faire de la France un pays attractif pour des start-up. Nous avons également beaucoup agi dans ce domaine. Et maintenant, le moment est venu de montrer que dans la création du marché intérieur numérique, nous pouvons être des pionniers, des précurseurs et faire un certain nombre de choses dans la pratique, parce que les emplois de demain ne résulteront pas des emplois perdus hier. Les emplois de demain viendront dans les domaines où il y a les nouvelles technologies, ce qui est pour moi un point très important. Pour ce qui est du G20, il y a de nombreux aspects communs, accord de Paris, commerce, partenariat en Afrique. Nous savons tous qu'en Afrique, nous n'avons pas encore réussi à lancer le développement suffisamment pour que les investissements privés soient suffisamment importants pour créer un cercle vertueux. Nous avons besoin d'intensifier les relations commerciales et je pense que l'initiative Compact with Africa, l'agenda 2063 de l'Union africaine, ce sera un point important. Et puis, les autres points, nous en parlerons au sommet du G20. Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Monsieur Brössler, maintenant. Madame la chancelière, Monsieur le Président, votre conférence de presse commune a une valeur symbolique. Pensez-vous que vous pourrez enchaîner sur des exemples précédents historiques, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une résistance dans l'Union européenne à accepter un leadership franco-allemand, par exemple en Europe centrale? Ou bien pensez-vous qu'il est nécessaire peut-être d'associer d'autres États dans un tel groupe leader? À mon avis, cette conférence de presse commune montre que nous sommes ensemble résolus à concourir conjointement à des solutions. Alors, ça ne veut pas dire que nous sommes seuls, ça veut dire simplement que nous voulons travailler ensemble, et ce n'est pas une exclusive, ça n'empêche pas de travailler très étroitement avec d'autres. Bien sûr, les choses ont changé depuis l'Union européenne à 6, puis à 13. Ce sont des nombres qui sont encore relativement restreints. Aujourd'hui, nous sommes 27, mais à 27, nous avons des méthodes de travail. Et lorsque l'on a une position commune, on peut très bien se partager les tâches. Qui parle avec qui parle de quoi? Où trouvons-nous des compromis? C'est ce que nous avons fait tout au fil de ce Conseil.
Pour ce qui est du poids historique, c'est aux historiens d'en juger. Il appartient aux politiques de résoudre les problèmes qui se posent, de les résoudre de façon raisonnable et de trouver des solutions solides, durables et pas des pseudo-solutions. Et je crois que c'est ce qui nous motive l'un et l'autre. Et après, il y a suffisamment de personnes qui étudient l'histoire et qui sauront former leur jugement, mais ce n'est pas cela qui m'anime dans mon action. La question est de savoir, ça on l'a vu d'ailleurs, on en a beaucoup parlé dans les questions de politique étrangère, la question est la suivante, quel est le rôle, quel est le poids de l'Union européenne à une époque où les équilibres de force dans le monde se déplacent? Comment voulons-nous être perçus? Quelle contribution voulons-nous apporter à une bonne coexistence? Et pour moi, la mondialisation est un processus où nous devons créer des situations gagnant-gagnant. Nous voulons des solutions où l'Europe soit gagnante, mais où d'autres soient également gagnants. Et je ne crois pas que dans les situations, on est toujours un gagnant et un perdant. Ça, je n'y crois pas. Et je pense que cette approche commune pour forger la mondialisation, c'est cela qui nous anime et c'est cela qui déterminera notre succès. Je partage tout ce qui a été dit. Je sais une chose, quand la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord, l'Europe n'avance pas. Alors, l'un ou l'autre peut avoir une victoire de court terme, en trouvant une alliance de revers ou en essayant d'avoir une victoire nocturne ou matinale. Mais ça ne dure pas le jour d'après. Donc, l'accord, la symbiose entre la France et l'Allemagne, c'est la condition nécessaire pour que l'Europe avance. Ça n'est pas la condition suffisante, comme je le disais tout à l'heure. C'est pourquoi il nous faut convaincre, rassembler, que l'un et l'autre, nous parlons beaucoup à l'ensemble de nos partenaires, et ces derniers jours l'ont montré, où l'un et l'autre, nous avons beaucoup rencontré de manière bilatérale. Mais nous avons besoin d'être dans cette coordination étroite. Nous n'avons pas les mêmes réalités sur le plan économique, sur le plan historique, sur le plan démographique, nous les connaissons. Et donc, il peut y avoir sur certains sujets des divergences de fait. Ce qui est important, c'est d'abord de comprendre les contraintes de l'autre, de travailler pour réduire ce qui nous sépare à certains moments, pour construire ensemble une solution commune. Parce que, je vais vous dire, il n'y a pas de solution européenne pertinente si elle n'est pas d'abord pertinente pour la France et l'Allemagne. Parce que certes, il y a des différences entre nous, mais elles sont bien plus grandes quand on élargit le cercle. Donc voilà l'esprit dans lequel on travaille et dans lequel nous continuerons à travailler, qui est, à mes yeux, celui qui est à la fois à la hauteur de notre histoire récente, en tout cas des dernières décennies, et qui est la seule méthode à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Parce que nous vivons une période où les bouleversements, la nature des menaces et le doute qui peut naître dans nos démocraties est tel que notre responsabilité, c'est de faire cela. Merci. Monsieur le Président, vous avez mis en œuvre une diplomatie différenciée à l'occasion de ce Conseil, puisque vous nous aviez dit qu'avec Mme Merkel, vous ne souhaiteriez pas exprimer en public les divergences que vous pouvez avoir. En revanche, face à d'autres dirigeants européens, je pense aux Polonais, aux Hongrois, vous n'avez pas hésité à être assez cash, assez clair, en reprochant à certains pays de tourner le dos aux valeurs européennes. Alors, je voudrais savoir pourquoi cette... Non, enfin, dans une interview au Figaro, vous avez dit que certains dirigeants... D'accord. Donc, je voudrais savoir pourquoi cette diplomatie différenciée. Est-ce que parce que, d'après vous, certains pays européens aujourd'hui n'ont pas assez la culture du compromis qui doit prévaloir en Europe ? Et est-ce que ce matin, en les rencontrant, vous avez été un peu rassuré? Vous pensez qu'un compromis est possible, notamment sur les travailleurs détachés? Puis j'ai une question pour Madame la chancelière, excusez-moi. Madame, pendant des années, la France et l'Allemagne se sont épuisées dans des débats autour des 3%, des réformes, de la croissance, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, premièrement, une nouvelle étape est possible avec Monsieur le Président. Et puis, est-ce que vous avez toujours des inquiétudes sur le respect par la France des 3%? Et troisièmement, est-ce que vous pensez qu'il est temps effectivement de parler clair aux pays comme la Pologne et la Hongrie qui se mettent en désaccord avec certaines valeurs européennes? Je vous remercie. D'abord,
je n'ai pas dit que je n'évoquerai pas publiquement les désaccords que nous avons. J'ai dit que nous avons 95% des accords que nous revendiquons et qui permettent ce travail commun et que nous travaillons sur tous les autres sujets. Donc je veux être très clair, il n'y a pas d'agenda caché ou de partie de discussion cachée entre l'Allemagne et la France. Pour ce qui est de l'interview que j'ai donnée, de ce que j'ai pu dire sur certains pays, j'ai pris acte de ce que la Commission, il y a quelques jours elle-même, a lancé, d'une procédure de sanction. Quand des pays tiennent des propos en matière migratoire sur nos valeurs, prennent des décisions qui ne sont pas conformes et qui justifient une procédure de lancement d'une procédure de sanction et un débat que nous devons avoir, il est normal de l'assumer. Mais je me tiens toujours à la même chose, et je l'ai fait avec de nombreuses autres puissances à l'étranger. Ce que je dis publiquement, je l'ai d'abord dit en tête-à-tête. Ce qui ne se fait pas, c'est d'aller publiquement dénoncer des choses sur lesquelles on ne s'explique pas. Mais quand on a constaté dans le tête-à-tête qu'il y avait des désaccords irréductibles qui ne correspondent pas à la ligne qu'on poursuit, il faut les assumer publiquement. Je ne vais pas dire que je suis aujourd'hui pleinement satisfait, que je pense que l'Union européenne se grandirait à n'apporter aucune réponse lorsque ces principes ne sont pas respectés en son sein. Bon, donc ça c'est le premier point, je l'assume totalement, et je continuerai à avoir cette méthode d'explication franche, bilatérale, et consistant à assumer ces désaccords, clairement aussi et publiquement. Ceci n'exclut pas un travail, parce que nous sommes tous et toutes autour de la table. Et donc j'ai en effet vu les membres du groupe de Visegrad ce matin, et nous avons défini les points sur lesquels il y a des désaccords, et nous allons continuer à échanger pour partager aussi les contraintes des uns et des autres. Et il y a des sujets sur lesquels je souhaite qu'on avance ensemble. Le sujet des travailleurs détachés en étant un. Depuis le premier jour, j'ai évoqué que sur ce sujet, je considérais que nous devions en profondeur réformer les équilibres actuels. Et je le fais en respectant l'ensemble de nos partenaires. Nous avons fait un très gros travail entre l'Allemagne et la France sur ce sujet. J'ai passé beaucoup de temps à voir plusieurs partenaires européens. Je l'ai fait ce matin et je continuerai avec ces derniers à travailler. Mais nous sommes tous et toutes autour de la table. On peut assumer des désaccords profonds sur des sujets, des valeurs et être clair. Et nous devons continuer à travailler sur l'agenda qui est le nôtre pour faire avancer les choses et réduire ces différences. Erstens, ich glaube, es darf nicht vergessen werden. Tout d'abord, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, et on le voit dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Notre Union est fondée sur des valeurs communes, et chaque fois que nous sommes inquiets que ces valeurs puissent être enfreintes, la Commission a la légitimité, la possibilité d'appeler les choses par leur nom, et c'est ce que nous devons faire. Et donc, si nous avons de réelles inquiétudes, il faut les exprimer, et j'approuve complètement la méthode de travail. Il faut d'abord parler les uns avec les autres, plutôt que de parler les uns à propos des autres. Alors parfois, il y a certains sujets où la France et l'Allemagne vont avoir besoin d'un peu plus de temps pour trouver une solution commune. De toute façon, au Conseil européen, nous ne pouvons décider qu'à l'unanimité. C'est la singularité de cette institution. Mais la question des valeurs fondamentales est une question capitale. Pour ce qui est maintenant du pacte de stabilité et de croissance, il fait partie intégrante du cadre juridique de l'Union européenne. Ce n'est pas les Allemands qui l'ont inventé. La Commission a ses responsabilités. Elle discute avec les États membres de ces différents sujets. Donc, nous n'avons pas tellement à nous en occuper dans la coopération franco-allemande. Ce qui m'importe, c'est que sur cette question des défis de l'avenir, que devons-nous faire pour que demain, les citoyens aient plus d'emplois et davantage confiance dans l'Europe? C'est dans ce domaine où nous devons bien coopérer, et cela suppose que lorsqu'il y a des problèmes que nous ne résolvons pas chez nous, qu'on ne mette pas ça sur le dos de Bruxelles en disant « nous n'y arrivons pas, c'est la faute de Bruxelles ». Et l'Union européenne, Bruxelles, c'est nous, nous en faisons partie. Et puis, nous devons fixer les bonnes priorités. Et là, je pourrais vous parler longuement des innombrables règles techniques, et parfois, nous avons quelques arbres qui cachent la grande forêt, parce qu'il y a beaucoup trop d'arbres qui cachent la forêt en oubliant ce qui se passe dans le monde. Et donc, ce Conseil européen est celui où nous avons pu regarder un petit peu plus loin, élargir un petit peu l'horizon pour regarder sur quoi nous pouvons nous concentrer si nous voulons arriver à la sécurité, la prospérité, la protection.
Thomas Lanich, Deutsche Presse. Thomas Lanich, agence DPA, agence DPA. Madame la chancelière, tout d'abord, vous avez évoqué le thème des migrations, ainsi que l'accord qu'il y a ici entre la France et l'Allemagne. Mais comment se sont passées les discussions avec les autres pays? Suivez mon regard. Est-ce qu'il y a eu des progrès dont vous pourriez nous faire état? Et Monsieur le Président, en Allemagne, des critiques ont été formulées contre une solidarité française insuffisante à l'égard de l'Allemagne dans la politique migratoire. Est-ce que vous pensez la faire un petit peu autrement que vos prédécesseurs? Il y a des progrès constants dans la lutte contre les causes des migrations et dans la question de la protection des frontières extérieures. Et là, nous sommes tout à fait d'accord. Malheureusement, il n'y a pas encore de progrès dans le domaine en matière de répartition au sein de l'Union européenne. Là, nous devons continuer le dialogue, la discussion. C'est un volet important de cette question de la solidarité entre pays. Mais aujourd'hui, nous n'avions pas beaucoup de temps pour cela parce que nous voyions que des progrès à court terme n'étaient pas possibles. Mais je voudrais souligner en particulier que la future présidente estonienne, mais également d'autres pays baltes, constatent que dans les conditions difficiles qui prévalent en Europe de l'Est, des défis économiques importants, il y a une réelle volonté de solidarité. Et ce serait bien que cette volonté de solidarité s'étende à tous les États membres, mais ça va encore prendre un certain temps. Mais je ne cesserai pas d'en parler, je n'arrêterai pas d'en parler, parce que ma conception de l'Europe est la suivante. Si nous sommes ensemble autour d'une table, si nous avons des frontières extérieures communes, il faut qu'un jour, je me mette à la place d'un Premier ministre grec, à la place d'un président du Conseil italien, qui voit arriver tous les jours de nouveaux réfugiés et me dire quelle est l'Europe que tu appellerais de tes voeux si tu étais dans cette situation. Il ne faut pas simplement se réjouir du fait qu'on est un petit peu au milieu du continent et qu'on ne reçoit pas tant de réfugiés. Il faut vraiment se mettre à la place de l'autre, à la place des autres. C'est une tâche importante et nous devrions tous nous livrer à cet exercice pour réfléchir à des compromis. C'est un très bon exemple, et ce que vient de dire Angela le montre, de l'articulation constante que nous devons toujours avoir en Europe entre la responsabilité et la solidarité. Et nous avons manqué d'équilibre sur ces sujets, qu'il s'agisse des sujets économiques et sociaux comme des sujets migratoires. Parce qu'à chaque fois sur ces sujets, l'Europe a été frappée par ce qu'on appelle, pardon d'être jargonnant, mais des chocs asymétriques. Certains pays ont été frappés par la crise économique et sociale. Est-ce qu'on a été totalement solidaire avec eux? Je ne suis pas sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut parachever le travail sur l'union économique et la zone euro, parce qu'on doit aller plus loin, parce qu'il faut cette jambe de solidarité à côté des politiques de responsabilité. Mais un doute était né qui a empêché cela. Et sur les politiques migratoires, c'est la même chose. D'abord, ce sont les pays d'entrée qui ont été les premières victimes. Nous n'avons pas écouté l'Italie, dès le début, annoncer la vague qui arrivait. Et l'Italie et la Grèce ont été profondément perturbées. Puis, ce sont les pays qui ont principalement accueilli. Et je vais être très direct avec vous. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui allaient bien, qui avaient très peu de chômage, et où donc les migrants, à titre principal, les réfugiés, ont considéré qu'ils avaient un avenir. Je ne me glorifie pas pour ma part que la France n'ait pas eu une attractivité folle à ce titre. C'est le symptôme de quoi? Du fait qu'il y a dans mon pays 10% de chômage, si vous voulez que je sois très direct avec vous. Ensuite, il y a eu, à partir de ce moment-là, un manque de solidarité européenne pour répartir la charge. C'est un fait. Donc à quoi travaillons-nous aujourd'hui? Et à quoi devons-nous travailler? Et quelle est la vraie solidarité et la vraie responsabilité? Avoir des règles communes de gestion de l'asile, de ces flux, qui permettent de traiter avec humanité et efficacité des femmes et des hommes qui risquent leur vie et d'éviter la situation que nous venons de connaître, qu'il s'agisse de la route des Balkans ou aujourd'hui de la route libyenne. Ça veut dire avoir une politique commune avec les États tiers, que ce soit les États d'origine ou de transit. Ne faisons pas courir des risques au péril de leur vie à des familles entières qui vont parfois traverser la Méditerranée et y périr alors qu'elles n'ont aucune chance d'avoir un titre. Nous pouvons le gérer
avec les pays tiers en développant une politique d'asile à ses frontières. La deuxième chose, c'est en effet d'avoir une vraie politique d'asile coordonnée, structurée, qui évite l'optimisation et le shopping, si je puis dire, au sein de l'Europe de certains, mais qui permet aussi d'être coordonnée et de gérer entre nous les flux. Et c'est aussi cela qui passera par un vrai contrôle aux frontières, qui a d'ailleurs été acté dans les conclusions de ce Conseil. Donc la solidarité se construit par une politique en matière de migration, de contrôle aux frontières, d'asile et donc de solidarité commune beaucoup plus forte. C'est en cela que je souhaite, avec la chancelière, que nous puissions avancer dans les prochaines étapes. C'est d'ailleurs dans cet esprit que j'ai demandé au gouvernement de travailler sur aussi un programme de réforme en profondeur de l'asile, parce qu'en France, le système marche mal. Nous prenons trop de temps à délivrer des titres et donc on crée des situations qui sont à la fois inefficaces et inhumaines. C'est notre défi. Enfin, la vraie solidarité, c'est aussi celle que nous devons avec les pays en crise et à leur endroit. Et donc c'est d'avoir une vraie politique et un engagement européen en matière de développement, d'avoir ces initiatives que nous allons encore multiplier, et en particulier, si ce n'était au niveau européen, entre la France et l'Allemagne, dans les pays d'Afrique, Maghreb, Machrek et Proche-Orient, qui sont en crise, pour permettre aussi les stabilisations politiques, le développement sur place et éviter, évidemment, ces migrations. Last question. Bonjour, bonjour, Anne-Sylvaine Chassani pour l'EFT. Durant sa campagne, c'est une question pour vous, Madame Merkel. Durant la campagne présidentielle du président Macron, il a parlé d'un Buy European Act pour répondre à des mécanismes équivalents aux États-Unis, en Inde et en Chine. Y êtes-vous favorable? Et une question pour tous les deux. Êtes-vous satisfait des premières propositions de Theresa May concernant les citoyens européens vivant au Royaume-Uni? Merci. Also ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viel und für die kurze Amtszeit sehr intensiv über die Handelsfragen. Nous avons déjà beaucoup parlé des questions commerciales et je dirais que la bonne réponse, c'est la réciprocité. Par exemple, s'il y a des appels d'offres, si nous avions accès à tous les marchés publics et à tous les appels d'offres de marchés publics aux États-Unis, eh bien, à ce moment-là, ils pourraient également accepter leur accès au marché public européen, mais si nous voyons que nous n'avons pas le plein accès, bien, le cas échéant, il faut réfléchir à une réponse européenne adéquate. Et c'est pourquoi, dans les différents régimes commerciaux, nous avons réfléchi à de meilleures mesures anti-dumping, plus performantes, plus rapides. Et pour moi, tout cela est dans ce cadre de la réciprocité. Et je crois que ceci a joué un rôle important dans la campagne présidentielle. Et votre deuxième question, c'était? Donc hier, c'était une première discussion encore assez générale. Et on nous a donc dit qu'après 5 ans de séjour, les citoyens pourraient légalement rester au Royaume-Uni. C'est un bon début. Mais ce n'est pas encore la grande percée. Donc nous voulons continuer de travailler là-dessus d'un commun accord, mais dans la discussion d'hier soir, on a vu que c'est encore une longue route qui s'ouvre devant nous. Et les 27, la France et l'Allemagne, devront se concerter très étroitement pour que nous ne nous éloignions pas, pour montrer clairement nos intérêts. Et s'il n'y a pas de garantie pour les 4 libertés de circulation, à ce moment-là, la conséquence doit en être qu'il y a des conséquences sur la relation future entre la Grande-Bretagne et les 27 États membres. Et d'après ce que nous avons compris de la Grande-Bretagne, il n'y aura pas ces 4 libertés de circulation. Nous aurons une réflexion politique approfondie là-dessus et la France et l'Allemagne trouveront des solutions communes là-dessus. Je n'ai pas un mot à ôter ce qui vient d'être dit sur la position britannique et pour dire que par ailleurs, notre volonté en termes de méthode, c'est évidemment de nous coordonner très étroitement, mais d'avoir une voix commune dans le Brexit. Nous avons confié un mandat à Michel Barnier, c'est lui qui mène cette discussion, qui aura analysé les propositions faites, à réagir, à proposer d'autres choses et à avancer. Je pense que c'est une bonne méthode, parce que comme vous l'avez vu depuis le début de cette conférence de presse, nous avons beaucoup de travail déjà pour rendre l'Europe encore plus forte, plus unifiée face à tous les défis.
C'est aussi pour ça que nous parlons essentiellement d'avenir et de construction. Je vous remercie beaucoup, messieurs, dames. Dankeschön. Merci à vous. Herzlichen Dank. Merci à vous.